Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo sur Albator, l'Atlantis de ma jeunesse. J'ai beaucoup aimé le film, mais j'ai commis une grave injustice quand j'en ai parlé parce que j'ai oublié de mentionner que c'est une œuvre de Leiji Matsumoto, un grand maître de l'animation japonaise et du manga. Alors, pour corriger cette injustice-là, puis aussi parce que j'étais curieux de voir d'autres œuvres dans l'univers d'Albator, je me suis tapé le premier film de la série, et c'est le film d'aujourd'hui. Ah, pourquoi c'est bon? Ce film, c'est Yamato, le cuirassé de l'espace, Star Blazer Yamato. Il y a beaucoup de titres, en fait. C'est un assemblage d'épisodes d'une série animée qui date de 1974. Puis qu'est-ce que ça raconte? Ben, ça raconte comment la Terre est dévastée par des attaques de l'espace, par une sorte de nazi cosmique avec son empire galactique qui veut détruire la Terre, et il détruit la Terre avec des astéroïdes radioactifs. La surface de la Terre est complètement dévastée, la Terre, quand on la voit de l'espace, est rouge. Les humains se sont réfugiés le plus profond qu'ils peuvent, sous terre, mais même là, la radiation est en train de les rejoindre et ils vont bientôt mourir. Alors la situation est très désespérée. Heureusement, on a deux jeunes recrues qui découvrent le cadavre extraterrestre d'une femme extraterrestre qui vient d'une planète très éloignée, à 148 000 années-lumière, la planète Iskandar. Et la reine d'Iskandar, voyant la situation désespérée de la race humaine, lui a envoyé un message pour lui dire qu'elle possède une technologie qui va pouvoir guérir la Terre, qui va pouvoir enlever toutes les radiations. Et parce que sa planète est tellement éloignée, puis qu'elle sait qu'on n'a pas la technologie présentement pour se rendre jusque-là, elle nous envoie les plans d'un moteur intersidéral qui va nous permettre donc de faire le voyage en quelques mois. Les humains, ne pouvant pas bâtir un vaisseau spatial, décident d'utiliser comme vaisseau l'épave d'un vieux cuirassé de la Deuxième Guerre mondiale. C'est le fameux cuirassé Yamato, un bateau de la Deuxième Guerre mondiale avec les canons puis tout. Fait qu'ils prennent ce bateau-là, puis ils le transforment en vaisseau spatial avec la technologie de la fille, et ils vont partir donc à l'aventure, poursuivis par les méchants nazis de l'espace, et ils vont être dirigés par le vieux capitaine Okita. Voilà. C'est super bon. En regardant ça, en ayant en tête que, OK, c'est Leiji Matsumoto, donc il est très connu, c'est ça, je vois des points de comparaison, en fait, par exemple, avec Albator, puis je pense que les qualités qu'on va pouvoir déceler dans le film d'aujourd'hui, puis encore une fois, je les ai listées en 3 catégories, j'aurais pu en sortir beaucoup plus que ça en vérité, mais les qualités qu'on va voir, c'est les qualités de son œuvre en général, finalement. Ça se reflète dans à peu près tout ce qu'il fait, finalement. Puis ces qualités-là, premièrement, je vais commencer par le côté space opéra. Matsumoto, il n'a pas fait que du space opéra, apparemment, il a fait du western, puis toutes sortes de trucs, mais il est très, principalement connu, certainement ici, pour ses space opéras, puis ça fait ça. Space opéra comme La Guerre des Étoiles, par exemple. Il y a des moments, c'est le genre d'histoire Flash Gordon, Guerre des Étoiles. Donc, il y a un côté avec les grandes batailles de l'espace, c'est extrêmement haut en couleur. Il y a un côté, il y a toute la créativité qu'on a dans les Capitaines Flamme aussi, je pense pas que c'est de lui, mais Capitaine Flamme, mais il y a le côté, par exemple, on va sur une planète à un moment donné, puis c'est une planète où les océans sont transformés en acide, là, donc puis le Yamato se trouve à fondre tranquillement, pas vite, là, puis il va falloir qu'il... puis sa seule solution, c'est de plonger dans l'océan d'acide, puis d'essayer de tirer des missiles là, pour faire avec des volcans sous-marins. Bon, ben c'est ça, la planète avec l'océan d'acide, c'est super cool. Là. Ben, c'est rempli de détails comme ça. Il y a plein, c'est bourré de ce genre d'imaginaire-là. Puis, certainement, si on est un amateur de science-fiction, mais on en mange des affaires de même. Là. C'est excellent. Là. Mais...
c'est ça, les situations sont super bonnes, mais visuellement, il y a vraiment une griffe, il y a vraiment un ton, puis les vaisseaux sont cool, sont super beaux, les costumes, c'est juste super beau, là. C'est ça, donc l'univers de science-fiction est super intéressant. Mais si c'était rien que ça, je pense pas que ça aurait passé autant à l'histoire, parce que non seulement c'est beau, mais il y a vraiment un souci du détail. Puis c'est un détail qui est pas seulement au niveau des petits trucs là, dans l'image, au niveau de la composition visuelle, mais c'est aussi au niveau dramatique. Puis le seul exemple que j'ai noté juste un exemple, mais il y en aurait plein. Puis dans ma vidéo sur Albator, j'en ai nommé quelques autres. Là. Mais il y a un moment où il y a un personnage qui est très mal en point, puis le docteur est à son chevet. Et cette personne-là est, voilà, plus ou moins en train de faire ses adieux. Puis le docteur sort de la pièce, mais juste avant de sortir de la pièce, il ouvre la porte, puis là, il est de dos, puis là, il fait une pause de quelques secondes. Genre un temps, là, 3 secondes, quelque chose comme ça. Puis après, il ouvre la porte, il attend, puis là, il traverse. C'est extrêmement finement observé. T'sais, la plupart des films avec des vrais acteurs n'ont pas ce niveau-là de délicatesse-là. C'est ça. Pour un film de pirates de l'espace, jusqu'à un certain point. Puis dans le film d'Albator, j'avais mentionné le pétale de rose. À un moment donné, il y a un pétale de rose là, qui flotte, là, puis qui tombe sur le poste de pilotage. Ben, il y a des tonnes de détails comme ça, puis ça sonne, c'est toujours vrai quand on le voit. Puis c'est le dernier, émotivement vrai, puis c'est le dernier point que je mentionne, c'est que non seulement l'univers est super le fun, la conception du capitaine, le visuel du capitaine est extraordinaire, là, c'est bon en partie juste parce que le capitaine, visuellement, est super cool. Il y a tellement de personnalité qui sort du dessin du bonhomme que juste ça crève l'écran. Mais c'est ça, puis bon, les petits détails, mais dans toute l'œuvre de Matsumoto que moi je peux voir, puis c'est des histoires de rayons laser puis de vaisseaux spatiaux, mais il y a tout le temps une profonde vérité émotive. Puis c'est vrai que des fois ça fait pathos, des fois c'est un petit peu... C'est beaucoup, là. Des fois c'est un petit peu animation comme Candy qui pleure, là, ce genre d'affaire-là. Encore une fois, Candy, c'est pas lui, je donne ça comme exemple. Donc des fois c'est moins dans ma sensibilité à moi, on va dire. Mais en règle générale, même avec ça, on sent qu'il y a une profonde sensibilité individuelle derrière ça, que c'est vraiment le cœur d'un homme qui s'exprime. C'est ça, par exemple, dans celui-ci, ben, je ne dirais pas c'est quoi la fin, mais les dernières images sont extrêmement évocatrices, fines et subtiles. Puis je m'attendais à ce que le film fasse quelque chose, mais puis il le fait, mais il le fait pas de la manière que je pensais qu'il allait le faire. Je donne pas de détails parce qu'évidemment, je vous invite à le regarder. Mais chez un moindre artiste, OK, on aurait eu le même message, mais ça aurait été gros. Tandis qu'ici, c'est fait très délicatement, en fait. Puis l'effet que ça produit est beaucoup plus profond, émotivement. Puis c'est ça, il y a ça pour, si on veut, la lame de fond émotive de toute l'œuvre, le message fondamental du film, ici, bon, l'humanité, l'espoir, tous ces genres de questions, ces genres de thèmes-là, l'espoir, le désespoir, bon, cet aspect-là de l'émotivité. Mais il y a aussi cette vérité émotive-là énormément au niveau des relations entre les personnages. Je pense que c'est ça. Là-dedans, moins que dans le Albator, je dois le dire, mais même, bon, mais si je prends le Albator, c'est vrai là-dedans aussi, mais les exemples sont meilleurs dans Albator, puis ici, bon, c'est son premier, fait que c'est un peu normal. Mais dans Albator, j'avais mentionné l'amitié entre Albator et Alfred, donc le capitaine puis son ingénieur, essentiellement, mais on sent vraiment une profonde amitié, sincère, là, touchante pour vrai. Puis c'est dur. Il n'y en a pas tant que ça des exemples d'amitié au cinéma. Des exemples vraiment réussis, là.
Ben lui, il le fait, c'est ça. Donc, en gros, c'est ça. On a un univers de science-fiction où c'est visuellement super intéressant, avec puis bien exécuté, avec un souci du détail, où les situations de science-fiction sont hyper agréables au niveau jouissif là, d'aimer la science-fiction, mais qu'il y a aussi derrière une vraie sensibilité émotive, donc, puis qui est non seulement profonde et vraie au niveau émotif, mais qui est aussi en même temps la vision d'un gars, puis la vie d'un gars. Puis ça c'est mon point de discussion de qu'est-ce qu'on remarque. Puis je vais être... Je dis toujours que je vais être bref, je vais essayer encore une fois. Quand j'ai parlé du film d'Albator, j'ai mentionné la question que je m'étais posée. Une des questions, c'est est-ce que c'est idéologique? Parce que puis ici, on voit que les thèmes sont très, très proches, là. Parce que la Terre est occupée par une puissance militaire étrangère et elle en souffre énormément, encore une fois, au niveau émotif. Puis encore une fois, c'est très vrai au niveau émotif. Ça marche, là. Okay? Tu vois que c'est pas une abstraction pour la personne qui a fait ça. Mais, en même temps, pourquoi j'avais demandé si c'était idéologique ou à quel point ça l'était? Parce que les Japonais aussi ont envahi du monde. Les Japonais ne sont pas du tout innocents de ce genre de pratique-là. Certainement les Japonais de cette époque-là. Puis j'ai pas la réponse, je pense qu'on peut pas l'avoir sur à quel point c'est idéologique ou ça l'est pas, dans le cas certainement de M. Matsumoto. Mais c'est un gars qui est né en 1938. Et ça veut dire que quand le Japon a perdu la guerre, il y avait 6 ou 7 ans. Essentiellement. Je ne sais pas s'il a connu les armées d'occupation américaines au Japon, mais ça ne serait pas surprenant. On va dire ça comme ça. Puis, on remarque que, par exemple, ben c'est ça, on remarque que les bombes nucléaires reviennent très, très souvent dans ces trucs. Certainement là-dedans, puis dans Albator. Les explosions nucléaires, puis les effets de chaleur avec les bombes nucléaires, puis tout ça, là, c'est là. C'est vraiment là. Bon, mais les Japonais, c'est ça, ils ont été bombardés par les Américains avec des bombes nucléaires. Ça les a marqués, là. Okay? Ça apparaît tout le temps dans leurs films, certainement années 60-70. Ça revient tout le temps. Là. Godzilla, c'est ça, c'est bien connu. Donc, nous, c'est ça, en Occident, c'est facile de... Pour nous, ça nous... Nous, on a lâché la bombe sur eux autres. Fait que... Du point de vue occidental, en quelque part, il n'y a rien là. Mais les autres, ils l'ont reçu sur la tête. C'est pas pareil, là. Puis c'est là qu'on voit que c'est pas pareil. C'est facile de trouver que c'est pas grand-chose quand c'est toi qui l'as fait. Puis que les conséquences, c'est l'autre qui les paye. Bon, ben c'est ça, les conséquences. Puis là, on le voit là-dedans, c'est ça. C'est un exemple de ça. Mais toute l'iconographie d'Albator, en quelque part, est un mélange de trucs de pirates, puis de bateaux, puis tout ça. Mais aussi, ça fait extrêmement Deuxième Guerre mondiale. C'est ça, le Yamato, c'est un bateau de la Deuxième Guerre mondiale. Les avions, il y a des vaisseaux spatiaux qui ont l'air d'avions à un moment donné. Bon, le ton fait souvent très Deuxième Guerre mondiale. Puis c'est probablement parce que lui a vécu ça, puis il a vécu le Japon d'après-guerre qui se remettait de la Deuxième Guerre mondiale, puis qui voyait ses anciennes manières de penser puis de vivre. Je ne vais pas trop me prononcer là-dessus parce que justement, je ne suis pas japonais, mais on voit qu'il est à cette époque-là, puis qu'il gère les conséquences de cette époque-là, puis les préoccupations de quelqu'un de cette époque-là. Au Japon, l'univers de Yamato, c'est l'univers d'Albator. Puis moi, une grosse question que je me demandais, c'est quoi la relation entre tout ça? Parce que ça se passe en 2200. Albator, ça se passe 3000 ans après ça. Donc voilà. Puis ça n'a jamais été clair pour moi. Est-ce que c'est le même univers? Est-ce que ça ne l'est pas? Il y a les Esmeraldas, la fille qui est dans les Galaxy Express 999 de Matsumoto. Donc, c'est tout dans le même univers, mais c'est quoi la relation entre tout ça? Puis, apparemment, donc, Albator apparaît pas dans le film d'aujourd'hui, mais apparemment, dans le manga, dans certaines versions du manga, il apparaît. Puis dans le matériel promotionnel, j'ai regardé un petit peu sur Internet, ben à l'époque, il y avait
par exemple, des paquets de gomme là, avec des cartes dedans, ce genre de trucs-là qui étaient sortis. Puis il y en avait avec le personnage d'un proto-Albator. C'est Albator, mais il n'y a pas encore le costume plus connu qu'on connaît, là. Mais c'est lui, là. C'est le même personnage pensé comme tel. Là. Okay, c'est dans l'esprit de Matsumoto, c'est le même gars, essentiellement. Puis apparemment, il y a des adaptations en roman, puis Albator apparaît dedans. Bon. Il n'y a pas d'interprétation cohérente de toutes ces histoires-là. Mais c'est dans le même univers. Puis, quand on regarde ça, c'est très comparable à ce que Tolkien a fait. Puis c'est particulièrement comparable à ce que Tolkien a fait quand on pense aux nombreux volumes qui sont sortis après sa mort et qui ont été édités par son fils Christopher Tolkien sous le nom de History of Middle-earth, où on a toutes les versions de l'univers de Tolkien qu'il a écrit au courant de sa vie, puis beaucoup de textes, énormément, tu sais, sur 14 volumes ou 20 volumes, je ne me rappelle pas le chiffre exact, d'inédits. Puis ce qu'on voit là-dedans, c'est que c'est un univers qui appartient à son créateur, mais que lui-même découvre en même temps, puis qui change au fil du temps. On sait que dans le cas de Tolkien, par exemple, Aragorn, dans les premières versions, c'est un hobbit. C'est pas le chef le roi de Rohan, je sais pas trop quoi, là. Mais quand on lit tout ça, on a clairement... C'est ça. Donc là, ce que je m'en vais avec ça, c'est que, si je reviens à Matsumoto, on a la même chose. C'est pas cohérent, mais c'est clairement l'univers interne d'une personne. Puis, fait que c'est pas cohérent au niveau des détails narratifs. Il y a carrément des trucs qui marchent pas. Puis Matsumoto a essayé de les réconcilier. À partir des années 90, je pense qu'il a sorti un manga basé sur l'anneau des Nibelungen là, de Wagner. Donc, il a fait une série qu'il n'a pas complétée. Il a juste fait les 3 premiers volumes de la tétralogie. Là. Une des intentions de ces Nibelungen-là de Matsumoto, c'était de réconcilier les contradictions. Mais ceci dit, en y pensant tantôt, je me suis dit que on a tort on veut trouver une cohérence narrative parce qu'au niveau rationnel, on veut ça. Mais quand on compare avec des symboles comme par exemple les dieux romains, les dieux grecs. Là. Si on fait l'exercice d'aller regarder, juste comparer par exemple Hermès puis Mercure, okay. Ben, ce qu'on voit déjà en partant, c'est que si on cherche, OK, Mercure, c'est le dieu de la communication, donc c'est le messager des dieux, OK, donc si on part de cette idée-là puis qu'on se dit, OK, je vais trouver la signification fondamentale de Mercure, on ne va jamais la trouver. C'est impossible à trouver. Déjà, entre les cultures, entre Mercure et Hermès, il y a des différences fondamentales. Il y a des différences qui sont difficilement compatibles, mais aussi dans les attributions du dieu, puis encore une fois, je vais revenir à Matsumoto, mais c'est un bon exemple, je pense. Dans les attributions du dieu, bon, c'est ça, c'est le dieu des voleurs, des marchands, des commerçants, puis c'est ça, c'est le messager des dieux. Donc, c'est le gars qui envoie des messages de Jupiter, par exemple, aux humains, mais c'est aussi le dieu des menteurs. OK? Puis, pour nous, on va se dire, ah, ben, ça prouve que les dieux sont des menteurs, mais est-ce vraiment si simple que ça? Puis, je pense que c'est entre autres parce que c'est des symboles qui viennent de l'inconscient, mais je ne suis même pas certain si inconscient, c'est la bonne manière d'en parler, parce que présentement, mon impression, c'est que ça vient directement de notre côté irrationnel, de notre psyché. Nous aimons nous voir comme des êtres rationnels, mais à mon avis, ce n'est pas une bonne manière de le voir. Ce n'est pas vrai, c'est juste pas vrai. On a une part rationnelle, puis une part irrationnelle. Puis nous, on juge que l'irrationnel est mauvais. Ce qui est une prise de position non rationnelle. Puis, dans l'irrationnel, ce qu'on a, c'est des symboles qui s'expriment. Les rêves sont irrationnels. Les rêves, c'est la manifestation quotidienne de l'irrationnel, de notre part irrationnelle. Puis dans un univers créatif comme celui de Tolkien ou celui de Matsumoto, ce que j'ai l'impression qu'on voit,
C'est l'exploration par le créateur de son irrationnel à lui, qui a à la fois quelque chose qui lui appartient, mais qui le dépasse, quelque chose qui change à travers le temps, mais qui a en même temps une forme de permanence, qui est à la fois lui et pas lui, puis qui est à la fois personnel et universel. On sait que Leiji Matsumoto est un grand artiste parce qu'il fait ça. Voilà. Puis c'est du grand art essentiellement, les Albator puis les Yamato, pour cette raison-là. Puis pour le souci du détail, etc., pour la profonde sensibilité, mais c'est ça. Puis, mais parce qu'il fait ça en explorant, puis je pense pas en explorant son univers intérieur. Puis je pense pas qu'il s'est assis en disant « c'est ça que je vais faire », mais ça le fait tout seul, puis il le fait. Puis peut-être qu'une des fonctions de l'art, c'est précisément de rendre ça possible. La recommandation pour aujourd'hui, ben là, j'ai pris un Matsumoto, puis j'ai pris un de mes films préférés. C'est Interstellar 5555. C'est le film de Daft Punk. C'est un des 2 films de Daft Punk. Interstellar 5555, c'est un film d'animation réalisé par Matsumoto. Les gars de Daft Punk étaient des méga fans d'Albator, ça fait qu'ils lui ont demandé de collaborer avec lui, puis il l'a fait. C'est hallucinant comme c'est bon. C'est tellement... J'ai des frissons, j'en parle. Puis, il n'y a aucun dialogue. Tout le film est constitué d'images d'animation dans le style Albator, mais dans un univers créé pour le film. Donc, d'animation, puis de musique de Daft Punk. Tout le film est raconté avec la musique de Daft Punk, puis l'animation de Matsumoto. Puis ce que ça raconte essentiellement, c'est des musiciens extraterrestres qui se ramassent sur Terre, puis qui se trouvent à oublier leur identité d'extraterrestre, puis à se faire exploiter par un méchant, un genre de colonel Parker, là, un agent d'artiste véreux qui va faire fortune sur leur dos. Mais dans un univers avec des martiens, puis des soucoupes volantes, puis des rayons laser, puis tout ça. Puis ça fait un bout que je l'ai vu, mais l'effet que ce film-là produit est absolument envoûtant, hypnotique. Bon, moi, j'ai une pratique musicale, je suis musicien, puis une de mes grandes idoles, c'est Robert Fripp, le guitariste de King Crimson. Puis Robert Fripp dit quelque chose que je trouve qui est très vrai par rapport à... qui est essentiellement que le silence est au cœur de la musique. En gros, c'est ça. Puis ce silence-là au cœur de la musique est ce que le film exprime. Interstellar 5555. Il est tout le temps là. La sensation de participation au mystère majestueux de l'univers. Voilà. Un petit peu comme dans Interstellar, le film, là, quand je l'ai vu au grand écran, puis comme... Il y a un peu de ça, là, quand le vaisseau dans Interstellar est devant il arrive devant Jupiter, dans mon souvenir. Là. Ce sentiment-là, de wow cosmique. Ben, Interstellar 5555 le fait. Puis, peut-être qu'on trouve un... Je sais pas si... est-ce que... Écoutez, regarde. J'allais dire, est-ce qu'on a ça dans toute l'œuvre de Matsumoto? Je le sais pas, mais ce qu'on a certainement, c'est une profonde sensibilité. Puis un grand artiste. Puis la raison pour laquelle je parle beaucoup de questions d'identité, pas d'identité, mais d'idéologie, c'est justement parce que, ultimement, on veut se débarrasser des idéologies ambiantes pour découvrir réellement la personne qu'on est. Puis on veut faire ça pour être capable de faire des films de même. Pour créer des trucs. Voilà. Qui ont cette profondeur-là, puis cette qualité-là. Puis contribuer à l'univers, ce qu'on a à contribuer. Ben, c'est ça. Pourquoi c'est bon, Yamato?
parce que c'est l'œuvre d'un grand artiste qui contribue profondément son univers à l'univers.